Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste pendant plus de 30 ans, publie Ce que je n'ai pas pu dire aux éditions Robert Laffont, un livre événement, j'allais presque dire un livre pour l'histoire. Vous y apportez votre témoignage que la lutte contre le terrorisme, c'est le combat de votre vie ? Oui, c'est le combat de ma vie, c'est le combat aussi des démocraties. Je crois que c'est aussi important. Je me suis inscrit dans un processus. J'ai été apporter une pierre donc à cet édifice de la lutte contre le terrorisme. Oui. Alors, vous racontez comment vous avez débuté d'abord dans des affaires intérieures, hein, et puis très vite d'ailleurs la politique s'en mêle parce que vous subissez aussi des pressions politiques. Vous le racontez. Je subis pas des pressions. Je suis dans la politique parce que la matière est politique. Il est évident que le terrorisme c'est quand même une action contre l'État et que je trouve donc s'entremêlent aussi d'autres intérêts, y compris des intérêts étatiques, parce qu'il y a eu des affaires dans lesquelles des États étrangers ont été impliqués. Oui, mais là je parlais des affaires intérieures. Alors vous parlez par exemple du réseau de Madame Claude, célèbre proxénète de la jet set en France, et vous dites par exemple un jour on découvre une photo des réseaux de galanterie. Oui, des réseaux de galanterie. Alors c'est vrai que le contexte était particulier, puisqu'il y avait le contexte des élections présidentielles du président Valéry Giscard d'Estaing, des relations supposées entre certaines personnes du réseau, notamment Claude Virgitti et le président de la République. Donc tout ça a créé un climat, si vous voulez. Mais j'étais pas saisi de ça, j'étais pas saisi de la dimension politique, mais uniquement donc de l'activité délinquante, en fait, de l'activité délictuelle. Ouais. Enfin, on découvre une photo de l'adjointe de Madame Claude avec Valéry Giscard d'Estaing pendant un safari, et vous ne diffusez pas cette photo. Non, parce que j'ai pas à diffuser, à m'impliquer dans un processus politique. La photo en tant que telle est sans intérêt pour la procédure que j'avais en charge, qui concernait un problème de proxénétisme. Oui, mais la politique s'en mêle parce que après vous allez lutter contre des différents trafiquants, etc. Et il y a des potentats locaux, il y a des politiques évidemment. Vous remontez comme ça. C'est autre chose. Ah ben oui. Par la suite, oui, je vais être concerné par des dossiers terroristes dans lesquels effectivement des États sont impliqués. Mais ça, c'est toute autre chose. Oui. Ça n'a rien à voir avec le réseau de Mme Claude. Quand je dis ça, évidemment, ça veut dire vous êtes contre la suppression du juge d'instruction, parce qu'évidemment, on dit c'est le parquet qui va décider. J'ai jamais dit ça. Et la politique va prendre le dessus. Non, j'ai jamais dit ça. Vous avez eu des pressions. Non, j'ai jamais dit ça. On dit que ce n'est pas jouable. Toujours on a mal compris mes propos. J'ai jamais dit qu'une réforme n'était pas jouable. C'est complètement faux. Il y a une réforme qui est à faire, une réforme difficile. Je dis simplement que il faut pas tout. Je pense qu'on a un arsenal de lutte contre le terrorisme global qui implique pas uniquement le juge d'instruction, qui est un arsenal efficace, et qu'on peut très bien envisager demain un dispositif sans le juge d'instruction, parce que ça existe ailleurs, qui ait cette efficacité à condition donc d'observer un certain nombre d'éléments et de garanties, notamment la garantie d'indépendance de l'enquêteur. Qui vous pensez que ça pourrait être assuré, cette garantie, même sans juge d'instruction, alors que l'État aura une main beaucoup plus grande? Attendez, il y a beaucoup d'exemples à l'étranger où ça fonctionne quand même. Je veux dire, il n'y a pas que la France, si vous voulez. Mais il va falloir effectivement, c'est une réforme qui va être compliquée. Je pense que tout le monde est conscient de ce qu'elle est compliquée, y compris les pouvoirs publics. Alors, il y a beaucoup de choses, évidemment, dans ce livre, parce que 30 années de lutte antiterroriste, c'est énorme. Alors, parmi les révélations, vous dites, concernant Maître Vergès, il y aurait, selon certains documents que vous avez eu connaissance, il aurait pu être complice pratiquement de la préparation d'un attentat contre Badinter. Je ne suis pas allé jusque-là. Je dis simplement que parmi les documents que l'on a, il a été établi que le groupe autour, qu'on appelle grosso modo le groupe Carlos, s'était intéressé donc à Badinter, qui a eu des notes, et que Maître Vergès était dans le dispositif. Il avait des noms de code, etc. Il avait une activité, si vous voulez, secrète, qui était celle plus d'un agent secret ou d'un agent des services, et donc un agent d'influence, et donc en contact avec ce groupe, mais aussi des services de l'Est, qu'un avocat dans le sens classique du terme. Oui. Alors, dans les affaires de terrorisme, vous dites aussi on a évité des attentats terribles, notamment à Strasbourg, en France. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'était à 2 doigts de se faire. C'était à 1 semaine de se faire, quelques jours de se faire. Ça aurait été où? La cathédrale? C'était le parvis, c'était le marché de Noël. Vous voyez, marché de Noël très, très suivi à Strasbourg, des centaines de personnes, des femmes et des enfants, et avec une vidéo incroyable, filmée par les auteurs, ceux qui allaient faire ça, où ils avaient filmé à un moment un plan, on voit une femme avec son enfant et un Père Noël derrière. Ouais. Alors le 11 septembre, il y a avant l'assassinat du commandant Massoud en Afghanistan. Vous faites très clairement, vous pointez des réseaux européens. Oui, incontestablement, parce que pour l'assassinat Massoud, le réseau est un réseau belge. Et avec des éléments français liés au groupe salafiste pour la prédication de combat, les groupes algériens, et qui sont totalement impliqués, dont un qui a été un des kamikazes. Et dont aujourd'hui sa femme, on appelle ça la veuve noire, continue à être très active dans les milieux activistes islamistes radicaux. Donc
ce n'est pas des supputations, ce sont des éléments documentés. Alors, vous dites aussi que l'Irak et la guerre d'Irak aussi est une opportunité extraordinaire pour Al-Qaïda. Incontestablement, parce que c'est une erreur. La politique de Bush a été incontestablement une erreur, une faute, je crois, pour moi, une faute historique, et a permis à Al-Qaïda de rebondir, parce que c'était une nouvelle terre de djihad, une nouvelle terre de confrontation, là où les États-Unis envahissaient une terre d'islam, même si bien évidemment le gouvernement donc de Saddam Hussein était un gouvernement laïque, pas du tout impliqué par Al-Qaïda, mais par la suite. Tout ça s'est aggloméré. Oui. On a créé une situation. Alors, aujourd'hui, Kadhafi est reçu avec le tapis rouge en France. Vous avez mené l'enquête sur l'attentat contre le DC-18 ça vous inspire quoi? Parce que là aussi, vous étiez au cœur des enjeux politiques internationaux. Oui, mais on a réglé ce problème sur le plan judiciaire. Le problème politique et diplomatique n'est pas mon problème. C'est un temps différent. Et je crois même que la résolution de l'affaire judiciaire a permis à la Libye de retrouver sa place dans le consensus international, avec l'affaire aussi du Paname 103. Et aujourd'hui, je crois que c'est une bonne chose que la Libye donc sorte de son isolement. Oui, et aujourd'hui, il y a un État que vous pointez du doigt, c'est le Pakistan. Vous dites très clairement, y compris ceux qui le dirigent aujourd'hui, vous les accusez pratiquement de complicité avec l'armée à l'égard des réseaux islamistes. En tout cas, je dis qu'ils paraissent ne plus être en mesure de contrôler totalement l'ensemble des structures régaliennes de l'État, ce qui me semble grave, et notamment l'armée et les services. Et qu'aujourd'hui, on a des porosités, des adhérences entre certains éléments de l'armée, voire même des services, et des milieux des talibans, notamment dans les zones tribales. Je crois que ce n'est pas contestable. Je vous dis que c'est un vrai souci. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une recrudescence, une aggravation donc très symptomatique et inquiétante de la violence au Pakistan, y compris à l'intérieur du Pakistan, et pas uniquement dans les zones tribales. Aujourd'hui, Jean-Louis Bruguière, vous direz que la menace terroriste n'a pas disparu. Non. Vous dites par exemple un pays comme le Japon est très menacé. Je serai modéré. Je dis que le Japon est un pays qui n'est pas à l'abri de la menace comme d'autres pays comme la Corée, et qu'effectivement on a eu des signes, des indications de ce qu'il y avait des tentatives de pénétration du territoire japonais où on pense qu'il n'y a pas de mouvement islamiste ni de pakistanais. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Notamment, il y a des gens du Bangladesh et notamment donc à Tokyo et ailleurs, dans le Japon. Donc il y a une nécessité de vigilance, et incontestablement avec la dégradation de la situation, l'activisme de l'ensemble de ces réseaux pakistanais, il peut y avoir des menaces nouvelles et potentielles fortes donc sur l'ensemble des pays, notamment le Japon. 30 ans de lutte antiterroriste et 30 ans sous la menace d'être vous-même la cible d'être tué. Et vous avez d'ailleurs failli être tué. Oui, en 89, une grenade dégoupillée devant la porte de mon appartement. 10 minutes avant, un policier, grâce à lui, je suis aujourd'hui en vie, et ma femme également. Et puis d'autres actions aussi, des tentatives à l'extérieur en Afrique, donc notamment dans le cadre de l'affaire du DC-18. Merci Jean-Louis Bruguière d'avoir été notre invité pour ce livre Événement, ce que je n'ai pas pu dire, et bien d'autres choses encore dans ce livre exceptionnel publié chez Robert Laffont. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.